Je vais vous présenter un retour d'expérience de l'Institution de la Brelle, projet au départ de restauration de la continuité écologique, mais qui s'est en fait transformé en projet de restauration hydromorphologique du cours d'eau avec la remise en fond de vallée, du cours d'eau. Donc pourquoi j'ai choisi ce projet, c'est parce que c'est un des premiers projets qui a été porté par notre structure, et donc la dimension sociale, humaine, d'acceptabilité a été très très importante. C'est la première fois sur notre vallée qu'on réalisait une remise en fond de vallée du cours d'eau. Voilà, je pense que c'est une expérience qui est intéressante à présenter dans son approche humaine. La Brelle est située au nord de la France. Elle fait la frontière entre la Normandie et la Picardie. Donc c'est un cours d'eau qui est un cours d'eau à saumon et à truite de mer. Cours d'eau qui a vu l'aménagement dans le fil du temps de 250 moulins environ. Et donc il y a eu globalement sur notre territoire une dizaine d'opérations d'effacement d'ouvrages qui ont pu avoir lieu à la suite de celle que je vais vous présenter. Alors l'opération à proprement dite, c'était un système, la rivière a été par le passé dérivée dans un bief pour conduire l'eau à un moulin. Moulin qui était situé sur une place, près d'une place publique, avec des places de pique-nique, etc. à côté, donc une assez forte appropriation du lieu par les riverains. Le projet qui a été mis en place a été de dévoyer les eaux de ce bief dans de multiples bras situés en fond de vallée. Et donc la particularité de ce site, c'était que le moulin avait été abandonné il y a environ une cinquantaine d'années, et donc s'était développé sur les parcelles adjacentes un milieu humide alluvial d'assez grand intérêt écologique. C'était une aulnay-freinay humide. Voilà. Donc vous avez ici quelques photos de l'opération telle qu'elle a été réalisée. On peut voir que la particularité de l'opération, ça a été qu'on a réalisé du terrassement hydraulique, parce que ce milieu humide, il était pour moi impossible d'y mettre des pelleteuses dedans et de le dégrader. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dérivé une partie des eaux du bief et on a laissé l'eau aller tracer elle-même son chemin au fond de vallée, ce qui a procuré très rapidement une forte naturalité au projet et puis une bonne efficacité écologique. Donc ça, c'était quelque chose qui était forcément difficile à faire accepter par les propriétaires, puisqu'il n'y avait aucune maîtrise du cours d'eau qui allait être prévue. C'était juste, on allait ouvrir les eaux du bief et puis voir comment la rivière allait se comporter. Finalement, ça a été un succès en termes de retour d'expérience écologique. On a créé une mosaïque d'habitats diversifiés avec ces milieux alluviaux, mais également un bien meilleur fonctionnement du liminaire qui s'est traduit notamment par une augmentation par 10 à peu près du nombre de truites sur le secteur. Alors le point très intéressant aussi de ce projet, c'est que le fait d'avoir travaillé finalement avec ce terrassement hydraulique sans intervention d'engin, avec une intervention d'engin limitée, c'est qu'on a eu un coût réduit du projet. Donc finalement, voilà. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la négociation qui a pu avoir lieu a permis finalement d'avoir une restauration avec un intérêt écologique fort, et puis également ce coût réduit. L'opération a été initiée dès les années 80. On savait que ce barrage était un barrage bloquant qui constituait le front de colonisation du cours d'eau, c'est-à-dire que les poissons ne remontaient pas plus haut. Dans les années 97, le cours d'eau avait été classé comme cours d'eau à migrateur, donc avec des obligations de restauration de la continuité écologique. Dès 2005, il y a une première étude de remise en fond de vallée de ce bief qui avait été proposée. Donc c'était une remise en fond de vallée, je dirais, ancien type, c'est-à-dire que l'ensemble du nouveau cours était stabilisé, c'est-à-dire que la forêt alluviale qui était présente dans le fond de vallée était détruite pratiquement, et puis on allait stabiliser tout au long le profil du cours d'eau. Donc on n'était pas vraiment dans une vraie restauration écologique. Donc il y a eu des négociations importantes qui ont été diligentées pendant plusieurs années, 2-3 ans, avec des différents propriétaires, et il y a eu un refus important de la population, et notamment d'un des propriétaires riverains qui nous a fait capoter le projet. Donc en 2011, je suis arrivé en poste, et puis j'ai pu reprendre les négociations. Et puis très rapidement, 6 mois, 1 an après, finalement, comme cet ouvrage constituait le front de colonisation, le comité de pilotage, et notamment l'ONEMA à l'époque, a souhaité qu'on puisse arrêter ces négociations pour remettre en fond de vallée la rivière, et qu'on se détourne vers une autre solution, qui était une solution de passe à poissons, rampant enrochement, mais moi qui ne me plaisait pas du tout, puisqu'elle était située dans le milieu alluvial d'intérêt que je vous décrivais tout à l'heure. Donc c'est-à-dire que pour faire passer des poissons, on allait détruire un milieu alluvial. Donc je trouvais ça assez décevant, mais évidemment c'était le front de colonisation et il fallait agir.
Donc j'ai fait mon travail, donc j'ai lancé l'étude pour la passe à poissons. Et donc finalement, à peine un an après, la rivière a été remise en fond de vallée. Donc on lance une étude passe à poissons un an après la remise en fond de vallée. Donc en fait, il y a eu une évolution, et je vais vous la présenter, donc d'appréciation du projet par les riverains, et donc qui ont pu permettre de réaliser cette remise en fond de vallée. Donc la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé, c'est d'essayer de comprendre les erreurs qui avaient été commises lors de la première négociation, et notamment avec le propriétaire riverain. On avait un propriétaire qui était riverain de l'ensemble du bief, donc c'est-à-dire que si on n'avait pas son accord, on ne pouvait pas dévoyer les eaux dans le fond de vallée. Et en fait, j'ai remarqué que ce qui avait été fait avant mon arrivée, c'était donc il y avait souvent 4 ou 5 personnes qui venaient rencontrer le dit propriétaire, 4 ou 5 personnes toutes diplômées, plus les uns que les autres, des ingénieurs de projet, etc. Et qui donc venaient lui présenter un projet qui était complètement ficelé, décidé bien à l'avance, et donc sur lequel il avait finalement plus que des petites marges de manœuvre, et il devait accepter ce projet, il n'avait pas de grande possibilité de s'intégrer et de comprendre ce projet. Donc on a tenté de justifier, de convaincre ce propriétaire uniquement avec des arguments techniques. On s'est tout de suite rendu compte, enfin moi je me suis rendu compte que le vocabulaire qui était utilisé par nos ingénieurs de projet et puis par le propriétaire n'était pas du tout le même. Les ingénieurs de projet parlaient de DCE, d'hydromorphologie, d'IBGN, etc. Tout notre bon vocabulaire de technocrate, alors que l'homme de terrain parlait de terre de marais, parlait avec un vocabulaire qui était complètement différent, et finalement les gens ne se comprenaient pas. Et finalement, les derniers arguments qui ont été opposés par le propriétaire ont été des arguments qui étaient politiques, financiers, le projet coûtait trop cher, un peu technique, c'est-à-dire qu'il y avait différentes îles qui allaient être créées, comment est-ce que j'allais accéder à ma propriété. Bref, le propriétaire était dans un état où il cherchait n'importe quel argument pour pouvoir justifier le fait qu'il n'allait pas accepter le projet. Donc moi je suis arrivé donc, un peu jeune dans le métier et puis ne connaissant pas complètement toutes ces problématiques encore de cours d'eau. Donc ça a permis un changement d'approche dans sa négociation, c'est-à-dire que je suis plus arrivé en disant je connais tout, je vais vous présenter les choses et on va faire un projet. Je suis arrivé, écoutez, expliquez-moi, je veux comprendre le fonctionnement de la rivière. Et en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est que le propriétaire du terrain, qui était un grand châtelain, qui était historien, archiviste, avait notamment travaillé sur l'évolution des tracés de la rivière. Et donc finalement, c'était quelque chose qui avait échappé à mes prédécesseurs. Et donc cet homme-là avait décrit grâce à des recherches historiques, il avait décrit comment avaient évolué les paysages dans la vallée de la Brelle. Et donc je me suis dit, c'est très intéressant, voilà, on va peut-être pouvoir travailler avec cet homme-là pour essayer de voir, on avait un aspect historique, comment est-ce qu'on peut essayer de l'attacher à un projet, parce que finalement, on va là modifier une nouvelle fois le paysage de la vallée. Et puis, donc, deuxième point qui m'a permis, qui me semble important dans le changement de façon d'aborder la négociation, ça a été ce conflit qui s'est passé entre l'ONEMA et puis l'institution à l'époque. C'est-à-dire que l'ONEMA m'a demandé d'étudier une passe à poissons. J'en étais pas tout à fait d'accord. Moi, j'estimais qu'il y avait juste besoin de temps pour pouvoir essayer de convaincre ce propriétaire, d'essayer de le faire évoluer sur sa perception des choses. Et donc, j'ai été quand même obligé de dire à ce propriétaire, écoutez, je ne peux plus travailler avec vous, on m'a demandé de faire une passe à poissons, donc écoutez, le projet, malheureusement, il va se faire sans vous. Les gens ne veulent plus qu'on s'y associe, puisque c'est le front de colonisation, il faut agir. Donc ça a changé complètement, je dirais, la relation que j'avais avec le propriétaire. Je lui ai proposé de continuer à l'associer, parce que ce propriétaire, moi j'avais beaucoup échangé avec lui, c'était un historien, il était intéressé par voir comment allait évoluer la rivière. Je lui ai dit, je continue à vous tenir associé. Et je lui ai même proposé, je lui ai dit, écoutez, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va étudier cette passe à poissons, comme il nous l'a demandé, mais on va étudier une autre naturation, quelque chose qui va vraiment être pionnier en termes de technique. Et donc c'est là que j'ai proposé de pouvoir remettre la rivière en fond de vallée, mais avec ce terrassement hydraulique, donc sans faire intervenir de pelleteuse. Et le but, c'était d'avoir un coût de projet réduit, quelque chose qui lui plaisait lui, parce qu'il était il avait le sentiment qu'on dépensait de l'argent pour rien, donc finalement, voilà. Et donc, finalement, au fur et à mesure des échanges, le propriétaire a fini par être convaincu par cette solution de remise en fond de vallée de la rivière. Et donc, il a complètement changé son acceptation du projet. Au départ, il refusait d'avoir une île et puis plusieurs bras qui soient créés parce qu'il allait perdre du terrain, que ça allait plus être accessible. Au final, il nous a créé 3 îles, il nous a laissé créer 3 îles et de multiples bras.
Au départ, il refusait d'avoir un terrain marécageux. Ben, finalement, il a accepté que l'ensemble du terrain soit plus marécageux. Mais tout ça parce que le projet qu'on lui proposait correspondait à l'image qu'il a décrite des paysages de la vallée de la Brelle, ce qu'il avait remarqué dans ses études historiques. Voilà. Et donc il refusait également de participer à un projet coûteux. Et ben finalement, c'est grâce à lui qu'on a pu avoir un projet qui était beaucoup moins coûteux. Donc il s'est senti complètement investi dans ce projet de restauration de milieu. Et donc il n'y avait plus les 4-5 ingénieurs qui lui imposaient, etc., qui venaient essayer de le convaincre. Mais non, il participait réellement à ce projet de territoire. Et du coup, même après, dans la suite des projets qu'on a pu négocier, c'était finalement un de mes meilleurs commerciaux pour ce type d'opération. Voilà. Et donc, dernier point sur cet aspect, parce que cette restauration, il y avait différents propriétaires, il y en avait 4 en tout, et puis il y avait également une commune. Et finalement, notre meilleur, je dirais, argument pour pouvoir mettre en place cette remise en fond de vallée, ça a été d'expliquer que finalement, la rivière, elle évolue au gré des usages que les hommes veulent lui donner. Donc on avait fait des panneaux de communication pour expliquer que voilà, la rivière avait été détournée au départ à des fins énergétiques. On sait aussi qu'il y avait eu un moulin qui avait été construit, puis deux, puis finalement les moulins avaient été reconstruits. En fait, on a expliqué qu'au gré de l'histoire, la rivière avait évolué. Et donc que finalement, la nouvelle évolution qu'on voulait lui proposer, c'était qu'une évolution qui répondait aux besoins de la société de maintenant. Maintenant, on a une société qui produit beaucoup plus d'intrants, intrants qu'il faut digérer, que notre rivière doit digérer. Donc on a besoin d'une rivière en bon état pour pouvoir digérer les intrants de la société. Et donc finalement, ça a permis que ce projet soit accepté et puis soit maintenant une vitrine, je dirais, sur notre territoire et ait permis l'avènement d'autres projets de ce type-là. Oui, moi aussi, je voulais intervenir voilà, pour faire la liaison effectivement entre votre présentation et celle de Monsieur Narcy. Donc, on voit, c'est vraiment la parfaite illustration de ce qu'on a entendu au départ. Et donc, l'intelligence aussi de ce projet et pour un coût qui est moindre. Donc, on a tout bon partout avec un résultat dans le temps à la fois esthétique parce que bon. Les passes à poissons, on ne peut pas dire non plus que ce soit quelque chose de super esthétique. Et donc, voilà, je trouve que c'est vraiment excellent. Hein. Les deux sujets vont très bien ensemble. Et merci de ces deux concordances. Moi, j'ai une question. Qui devait payer la passe à poissons si elle avait été faite ? Est-ce que le propriétaire devait mettre la main au porte-monnaie ? Alors le propriétaire qui était réfractaire n'était pas concerné, dans tous les cas ne devait pas financer le projet. Donc celui qui devait financer le projet, ça a été l'agence de l'eau qui a accepté de financer cette passe à poissons et le reliquat a été payé par le propriétaire du moulin, qui est autre que le propriétaire concerné. Voilà. Merci pour votre présentation. Comment... Je veux dire, j'ai envie de dire, quelle est votre formation ? Comment vous avez fait pour basculer peut-être d'une vision technique d'un projet et d'une formation technique à une vision plus ouverte sur, pourquoi pas, sur l'histoire et d'un autre côté aussi sur la gestion de projet ? Déjà, je pense que je ne sais pas si ça peut aider, mais je ne suis pas du tout de formation technique liée au cours d'eau. Donc déjà, en fait, je suis ingénieur agricole à la base, donc j'ai beaucoup travaillé avec le monde agricole et j'ai tout de suite compris qu'en travaillant avec le monde agricole, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur imposer de projet. En fait, on doit construire des projets avec eux. C'est eux qui doivent être à l'initiative, qui doivent participer à l'émergence du projet. Donc voilà, si j'appliquais pas cette règle que j'avais apprise avec les agriculteurs, d'intégrer une personne dans l'émergence du projet, je savais que c'était pas possible. Un projet décidé par un bureau d'études qu'on impose à quelqu'un, pour moi ça ne marche pas.